Bienvenue sur Échange de vie. Je suis Audrey, professeure de yoga, et je t'invite à mes papotages et discussions avec des personnes inspirantes qui ont choisi de vivre leur vie en fonction de leurs valeurs et en se libérant des injonctions sociétales. Se réaligner, construire une nouvelle réalité. Bienvenue dans ce podcast inspirant, plein de bonnes vibes et de rayonnement. Bonjour Will. Bonjour Audrey. Alors, je suis super contente qu'on puisse discuter. En plus, on est dans un super endroit. On est à la plage, on enregistre à la plage, c'est l'été. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais du coup, ça nous rappellera les bons moments d'été. Oui, Hein? sur la plage, dans Sur une la tente. plage, dans une tente. C'est le monde au milieu de 2000 personnes. C'est ça. Alors Will, on va parler de toi, de ce que tu fais, de ce que tu as pu expérimenter. Et d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Voilà, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ton parcours. Non. Bon voilà, donc c'est la fin du podcast. Merci Audrey, plaisir de te revoir. Et mon parcours, je m'appelle William. Je fais des massages thaïlandais depuis 4 ans. Et c'est arrivé par hasard en faisant le chemin de Compostelle. C'est sur le chemin de Compostelle que j'ai rencontré une massothérapeute québécoise. D'accord. Et les massages m'intéressaient et je discutais avec elle, savoir quel massage était bien. Et puis elle m'a présenté le californien, le suédois, l'omi lomi, tout ça. Puis elle m'a parlé du massage thaï et j'ai craqué là-dessus en me disant ça m'intéresse. D'accord. Et avant, en fait, on n'avait jamais entendu parler, c'était pas quelque chose qui t'a attiré Absolument pas. D'accord, ok. J'ai fait des massages, mais je regardais des bouquins de massage à l'huile, des trucs un peu pouille-pouille, quoi. Ouais. Voilà. Un peu papouille, un peu... Oui, complètement. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu, du coup, quand elle t'a parlé du massage thaï ? C'était un travail mixte. On travaillait d'un côté sur l'énergétique, comme en shiatsu. Il y a des lignes d'énergie qu'on appelle des sen, lignes sen en thaïlandais, qui correspond plus ou moins au méridien en shiatsu, en acupuncture. Et il y a une partie stretching, étirement. Donc j'ai trouvé ça assez complémentaire de travailler et l'énergétique et le musculaire sur forme d'étirement. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé en France combien coûtaient les formations. J'ai dégluti. Je me suis dit mais ça coûte cher d'aller en Thaïlande et je me suis rendu compte que pour le prix d'une semaine de formation en France, je pouvais partir 15 jours en Thaïlande faire la même chose. Alors j'ai réfléchi pas très longtemps et je suis parti en Thaïlande. D'accord. Et t'étais où exactement en Thaïlande pour ta formation ? Dans le nord à Chiang Mai. À Chiang Mai, d'accord. Ouais. Il y a 2 écoles en Thaïlande, 2 points. Il y a Wat Po à Bangkok et il y a Chiang Mai, ou le style du nord, qui est un peu plus souple, un peu plus délicat, on va dire. D'accord, ok. Wat Po, c'est un peu plus percutant. Ouais. Je me rappelle, j'avais fait des massages en Thaïlande et c'était assez rude. Voilà, c'était compliqué. Et pour la petite anecdote, je suis arrivé en Thaïlande en sachant absolument pas ce que c'était le massage thaïlandais, donc je suis allé direct à Wat Po le premier jour pour essayer un massage thaïlandais pour me dire c'est ça que je vais aller apprendre. Et il y avait un rugbyman avec moi. Dans le groupe, on était sur liste d'attente, c'est des tickets comme ça. Et il passe avant moi et moi je suis appelé. 2 minutes après, je l'entends pousser des hurlements. Je me suis dit, je sais pas. Finalement, je sais pas peut-être si pas. Et j'ai pas hurlé, mais j'ai serré les dents parce qu'il m'a défoncé les mollets au genou. Et je me suis dit, mais c'est ça que je vais apprendre. Et en fait, c'était ça, mais une autre version plus douce et plus dans les étirements. Donc du coup, tu fais ta formation de 15 jours ? Ouais. Et tu rentres en France et là, tu te lances tout de suite ou... Absolument pas. D'accord. Ouais. J'ai fait une formation de 15 jours et j'étais pas à Chiang Mai, j'étais à 14 km à l'extérieur de Chiang Mai, dans un tout petit village. Il y avait beaucoup de Français, enfin beaucoup, on était 6. Sur les 6, on était 4 Français et on était les seuls étrangers dans le village. D'accord. Donc on était baignés dans la culture thaï, c'était bien quoi. Et je rentre en France et puis en fait, je fais pas de massage. C'était juste comme ça pour apprendre et mon petit frère voulait absolument pas que je touche et les amis sans plus. Puis au bout d'un moment, j'ai quand même des personnes qui m'ont dit mais tu fais des massages thaï, tu peux en faire un. Et je me suis lancé et ils m'ont dit mais pourquoi tu continues pas ? Et j'ai réfléchi, je dis ouais pourquoi pas. Du coup je suis retourné en Thaïlande. D'accord, combien de temps après ?
L'année d'après. L'année d'après. Ouais. Mais cette fois-ci dans l'optique d'apprendre pour en faire mon métier. D'accord. Parce que la première formation que tu avais faite, du coup, c'était pas forcément certifiant ou c'était pas... C'est systématiquement certifié. Il te passe un bout de papier avec ton nom dessus et comme quoi tu as bien suivi une formation de 165 heures, un truc comme ça. Mais ça n'a aucune valeur légale en France, pas vraiment ailleurs dans le monde non plus. D'accord, ok. De mémoire. Mais j'étais allé dans un optique un peu casual, familial, pour les amis. Et là, j'y suis retourné en me disant je veux vraiment le faire professionnellement. Donc, tu n'as pas la même approche. Oui, c'est sûr. Et j'ai refait la même formation. Je suis allé dans la même école pour refaire la formation avec mon prof. D'accord. Et j'ai vu des trucs que j'avais pas vus la première fois. Parce que tu apportes plus d'attention sur peut-être les détails. Ouais. Et puis parce que c'est tellement dense que la première fois, tu apprends des choses et quand tu y retournes, ces choses-là, tu les maîtrises. Donc du coup, tu peux focaliser sur d'autres détails. D'accord. Et qui sont aussi importants, mais que tu avais vu la première fois, mais pas réalisé l'importance. Oui, parce que la formation doit être un peu assez dense entre les notions de savoir où sont les points, les méridiens, l'anatomie humaine aussi, j'imagine, les muscles. Ouais, on ne va pas aussi loin sur l'anatomie, mais il y a toutes les positions. Je sais pas, je crois que la première formation, il y a 160 positions à voir et on le fait. Et elle est tranquille cette école, on le fait en 15 jours et après il y a une semaine de practice, d'entraînement. Et donc ça prend le temps. Mais ensuite, mon prof m'a dit que si je voulais évoluer, il fallait que j'aille voir d'autres professeurs et d'autres écoles, ce que j'ai fait l'année d'après. Et je refaisais le beginners, le basique, que j'avais déjà fait 2 fois. Mais je le refaisais dans l'autre école et le prof me le montrait d'une manière différente, en ayant un placement du corps différent. De toute façon, tu rencontres des élèves différents, d'autres villes. Donc tu apprends cette partie anatomique de découvrir le corps de l'autre. Ouais. Parce qu'on n'est pas tous foutus de la même manière, on n'a pas tous la même flexibilité, on n'a pas tous les mêmes traumas et c'est super intéressant là-dessus. Et cette formation, par exemple, je l'ai refait en 4 jours. C'est-à-dire qu'il y a des écoles, ce que j'ai appris la première fois en 15 jours, ils le font eux en 4 jours. Waouh, ça doit être très 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 dense. Ouais. Des grosses journées. Ouais. Donc moi j'étais content de l'avoir déjà fait. Et du coup c'était plus facile, mais je découvrais encore d'autres choses, d'autres manières d'aborder la même position d'étirement ou de travailler les méridiens. Il y a des manières de le faire avec les pouces, avec les coudes, avec la paume de la main. Et on découvre. Et chaque prof t'amène un peu sa petite expérience qu'il a. Du coup, tu as un peu étoffé ta pratique au fur et à mesure des rencontres et des stages et que tu fais. Et la 3e année, j'y suis retourné encore. Et je voulais un point de vue, j'ai pas le droit de le dire, c'est thérapeutique. Parce qu'en Thaïlande, le massage thaïlandais est thérapeutique. En France, le massage thaïlandais est un massage bien-être. Ouais. Mais j'étais sur un cours avec un Israélien qui s'appelle Noam Tiroler. Et qui lui a appris l'acupression thaï à Wat Po et il fait des cours là-dessus. Et donc j'ai suivi 15 jours de formation avec lui pour apprendre les trigger points. Tu sais, ceux que j'ai appuyés, que tu as apprécié. Oui, parce que pour la petite histoire, William vient de me faire un massage thaï et donc j'ai un petit peu serré les dents, crispé les mâchoires sur certains points. Mais du coup, on sent bien que oui, ça fait mal. Mais que c'est ce qu'on appelle le mal pour le bien, c'est qu'en fait il faut appuyer pour venir ensuite détendre. Parce que du coup tu peux expliquer le principe du massage thaï. Est-ce que c'est donc tu travailles sur les méridiens et les points d'acupression pour venir relâcher certaines tensions. Est-ce qu'il y a une notion énergétique de faire circuler plus facilement l'énergie? En fait. D'accord. Sauf qu'en shiatsu, j'ai été faire un massage en shiatsu par quelqu'un qui habite à Marseillan. J'ai découvert ça. Il était très doué. Et un vieux monsieur de 84 ans aussi. D'accord. Et c'est les mêmes points. J'avais des points que je reconnaissais, que j'ai appris en acupression thaï, sauf qu'ils appuyaient pratiquement pas. Ok. Et les points se détendaient quand même. On sentait l'énergie qui circulait. Alors, ça fait un peu perché de dire ça, mais on sentait l'énergie qui circulait, les muscles qui se détendaient, et ils ne mettaient pas autant de pression que moi ce que je faisais en massage thaï. D'accord. Du coup, ça m'a appris un peu à doser en disant que parfois il n'y a pas besoin de beaucoup de pression pour pouvoir amener un travail effectif sur un point. Et des fois, il y a besoin d'aller presser ce point un peu plus fort parce que ça réveille un peu plus le muscle. Mais l'idée, quand on appuie sur un trigger point, c'est de dire au cerveau, t'as vu, il y a un problème ici. Et le cerveau, il fait, ah ouais, je vois. Je vois bien. Et il va s'en occuper.
D'accord. Ok, donc t'es c'est pas pour obligé envoyer de- une information en fait. Ouais, il y a cette vision-là. Après, d'un point de vue anatomique, les trigger points, ces points-là, ce seraient des points de conjonction où les tensions viennent se focaliser. Tu as des tensions au niveau de l'épaule et au niveau des trapèzes et ça vient se focaliser parce que les fibres sont comme ça et D'accord. ça vient se croiser au milieu de l'omoplate. C'est pas exactement vrai, je suis pas super doué en anatomie, mais visuellement, tu fais une recherche sur YouTube, tu verras. Et ils te disent la concentration du point de tension est à cet endroit-là. Et donc de venir appuyer là, ça permet de désengorger ce point qui est engorgé et de réactiver la circulation sanguine. Et du coup, ce point se détend et la circulation sanguine ou lymphatique se refait. D'accord. Donc sans parler d'énergie, on peut avoir une explication anatomique. Oui, pour ceux qui ont un esprit plus cartésien, ou rationnel, ça s'explique en fait. Ouais, et donc j'aime bien ces deux explications. Ouais. Moi j'aime bien penser que je travaille d'un point de vue énergétique parce qu'il y a ces méridiens et ça existe depuis des centaines de milliers d'années et c'est pas anodin en Chine, etc. L'acupuncture, l'acupression shiatsu, ça a des réels bénéfices, mais comment l'expliquer? Mais ça a aussi un impact physique parce que ces tensions à travers les fibres musculaires, c'est quelque chose de concret. Et que quand on parle des fascias, c'est cette espèce de couche qui englobe les muscles. Et on sait qu'un fascia, il y en a un qui part de la cheville et qui remonte jusqu'à la nuque. Donc pourquoi un problème à la nuque ne viendrait pas d'une tension qui se situe à la cheville? Parce que quand on tire sur une corde d'un bout, ça tire de l'autre. Donc j'aime bien ces deux explications. Voilà. D'accord. Et le massage thaï travaille sur ces aspects-là, sur l'aspect énergétique et sur l'aspect physique, puisqu'on travaille sur les lignes d'énergie, mais on travaille aussi sur les étirements et le relâchement musculaire. Donc c'est un travail complet finalement. Ouais, C'est finalement. relativement global et Ouais. ok. C'est ça qui m'a plu dans le massage thaï. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que la personne reste habillée. Donc il y a une sorte de distanciation par rapport à la personne qu'on travaille. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller se faire masser parce que justement il faut se déshabiller, il faut se mettre à nu devant le praticien. Exact. Alors que là du coup il n'y a pas ça et Ouais. c'est vrai que c'est... Et ça apporte quelque part un confort parce que je reste un homme. Ouais. Et c'est beaucoup des femmes, ma clientèle. Et que je ne me vois pas leur demander de se déshabiller ou de faire ce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent quand est-ce que je fais des massages à l'huile parce qu'elles ont envie d'avoir il y a une version de massage à l'huile thaï qui existe, que j'ai appris. D'accord. Et elles aimeraient que je fasse ça. Mais je préfère les orienter vers des femmes qui font du massage ayurvédique parce que ça y ressemble et parce qu'elles le font très bien. Et moi, je me sens pas à l'aise j'ai pas envie de me mettre dans une position mal à l'aise et la femme aussi. Donc au moins chacun oui, finalement tu restes aligné ouais. avec ce que tu voulais faire dès le départ et ce qui te convient à toi. Exactement. Et du coup la personne se détend, elle n'a pas d'idée ou d'a priori et elle est complètement. C'est son moment à elle. C'est ce que je dis, même si tu vas souffrir pendant 1 heure. Non, c'est pas vrai, on souffre pas pendant 1 heure. C'est Quelques minutes. C'est ton moment à toi, quoi. Donc Ouais. il faut que tu sois complètement détendu. Si tu n'es pas détendu et que tu te poses des questions, c'est pas complet. C'est pas. Donc tu es là pour oublier ton boulot, tu es là pour oublier tes tracas, tu es là pour oublier que quelqu'un est en train de te toucher, tu es là pour oublier tout ça. Voilà. Et est-ce que si des gens ont des maux MAUX physiques, je vais te dire des exemples comme ça qui me viennent là sur le moment, une sciatique, donc une douleur dans la fesse, ou quelque chose, un muscle où il sent ou un os qui s'est un petit peu comme on irait chez l'ostéo. Ouais. Est-ce que les gens peuvent venir te voir pour ça ou tu restes vraiment dans du bien-être ou voilà. Est-ce que Je reste dans le bien-être parce que déjà je suis pas médecin. Ça c'est important, donc je ne pose pas de diagnostic, même quand les gens me disent j'ai appris ce que c'est une sciatique et comment on l'identifie. Mais quand c'est trop, je l'envoie direct chez tu peux orienter du coup. Je le fais systématiquement. Voilà, ouais. Ça m'est déjà arrivé, j'ai une dame qui est venue qui avait une douleur dans le dos et quand j'ai posé l'index, elle a dit ah ouais c'est là. J'ai dit d'accord, alors je vous donne le numéro de mon ostéopathe, vous allez le voir et puis après vous revenez. D'accord. Et elle est allée voir l'ostéopathe et en fait c'était son genou qui était désaxé, donc il lui a remis le genou en place et elle est revenue et mon ostéo a dit c'est bon, vous pouvez faire un massage et on a fait un massage et je fais attention au genou et j'ai pu traiter entre guillemets son dos
Oui, du coup, tu as pu traiter en fait les tensions qui s'étaient installées autour de ça. Voilà, d'accord. Donc est-ce que c'était relié? Je sais pas, mais dès qu'il y a des choses comme ça, j'envoie chez un ostéo parce que je me situe avant ou après l'ostéo. En fait, tu es complémentaire finalement. Je suis là, voilà, c'est ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui viennent et qui ont des soucis et après une séance de massage, ils l'ont plus. Donc ils vont pas voir l'ostéo parce que j'ai remarqué par rapport à mon ostéo qu'il y a des choses en massage taille qui ressemblent à ce que fait mon ostéo. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que le massage taille, c'était pas anodin, que c'est pas un massage que bien-être et que s'il est thérapeutique en Thaïlande, c'est pas pour rien. Et du coup, il y a des contre-indications à venir faire des massages thaïlandais ou en fonction de son état de santé, ses antécédents? Ouais. Je préfère dire oui. Je fais attention. Je pose toujours la question de savoir si les gens ont des problèmes cardiaques, s'ils ont de l'hypertension, de l'hypotension, s'ils ont du diabète, s'ils ont des problèmes d'hernie discale, s'ils ont eu des opérations récentes, parce que ça influe sur la manière dont je vais les manipuler. D'accord. Et quand j'estime, là il y avait une dame que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, elle avait eu une opération sur un disque et son nerf a été touché, elle avait les jambes qui tremblaient. Et je lui ai dit non, je ne vais pas te manipuler. Je préfère que tu vois un ostéo et qu'il te dise oui, tu peux être manipulé ou pas. Mais moi, je ne vais pas le faire. Et je lui ai fait un soin Reiki à la différence de ça. Parce que je fais du Reiki aussi. On va en parler tout à l'heure. C'est un vrai travail énergétique, il n'y a pas de manipulation. D'accord. Donc souvent, quand je fais un peu à l'instinct, je décide ou non de pas traiter. Après, quand on est en cours, quand on est débutant, on me dit on n'a pas le droit de masser les femmes enceintes, on n'a pas le droit de masser les gens qui ont un cancer. D'accord. C'est ce qu'on apprend quand on est débutant. Et les cours un peu plus avancés que j'ai faits, le discours était complètement différent. On m'a dit si au contraire les femmes enceintes ont besoin d'être massées parce qu'elles ont ces douleurs et ces tensions, il n'y a pas de point interdit, il faut juste faire attention de ne pas les masser trop fort et trop longtemps. Il n'y a pas de danger. C'est pas parce qu'on appuie sur un point que le bébé il va partir comme ça d'un seul coup. La nature humaine elle n'est pas faite pour que ce soit aussi simple que ça. Par contre, c'est vrai qu'en appuyant longtemps et fort sur des points, on peut déclencher des contractions. Ça, c'est ce qu'il m'a dit parce qu'il s'est entraîné sur sa femme. Ah, d'accord, c'est sympa. En fait, c'est sa femme qui lui disait déclenche les contractions. J'en ai marre. Il faisait, ça déclenchait les contractions. Ils allaient à la maternité, il se passait rien, ils revenaient à la maison. Donc c'est pour ça qu'il a dit ces points-là. Il a bien vu. Donc. Et par rapport au cancer, il nous disait le cancer, il n'attend pas après le masseur pour pouvoir se répandre. Donc c'est pas parce que tu masses qu'il va forcément se répandre. Voilà. Donc l'idée c'est ça aussi je le fais un peu à l'instinct. J'ai massé des gens qui ont des scléroses en plaques et parce que je sentais que je pouvais le faire. D'accord. Et ils sont pas morts, ils sont encore vivants. Bon ça va alors, tout va bien. Donc c'est juste faire attention s'il y a des interventions récentes, des fractures récentes, on ne manipule pas ces personnes-là. S'ils ont du diabète, on fait attention parce que ces gens-là ont une insensibilité. Donc du coup ils ne sentent pas les pressions, ils demandent plus de pression. Et il ne faut pas le faire parce que c'est trop et ils ne s'en rendent pas compte. C'est des petits détails comme ça qu'on apprend petit à petit. D'accord. Voilà. Et là, tu projettes de retourner en Thaïlande pour faire une autre formation ou pour l'instant tu mets un petit stand-by à chaque fois, après tout ce qui est en train évidemment de se passer actuellement au niveau sanitaire À chaque fois, mais là j'avais dit l'année dernière, non c'est bon, j'y retourne pas, je suis retourné. Et là, cette année, je dis c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai de quoi travailler et je vais y retourner dès que je peux en fait. D'accord. Je voudrais aller à Wat Po cette fois-ci pour voir ce style nord un peu plus percutant. Avoir une autre approche. Exact. Ouais. Et une autre manière de travailler parce que le massage thaï relaxant, c'est bien sur des personnes comme toi par exemple. Mais dis que je travaille sur un rugbyman, comment te dire qu'il faut que je passe au niveau supérieur? Ouais. Donc là, il faut que j'apprenne à utiliser beaucoup plus mes genoux et mes coudes. Et ils adorent ça parce que c'est où on va vraiment chercher plus loin. Et ça les détend, ça leur fait du bien. Voilà. Donc je vais aller voir Wat Po et au moins je saurai de quoi je parle aussi en disant j'ai vu ça et j'étais aussi là. Donc ça me permet après de faire un mix de styles et de développer le mien et de tourner autour. Puis j'imagine que c'est un peu des formations, enfin c'est sans fin, on peut toujours apprendre. Tout le temps. Voilà, c'est. Chaque fois qu'on y va, on apprend des nouveaux trucs. Et je te cache pas que
la formation, c'est un prétexte pour aller en Thaïlande. Aussi. Parce qu'on y mange bien, les gens sont agréables. Enfin, Ouais. de 9h jusqu'à 16h, je masse et je me fais masser tous les jours. Il y a pire. Ah, c'est assez Il compliqué. y a pire. Non, c'est vrai qu'il y a une douceur de vivre en Thaïlande. C'est un pays, on appelle le pays du sourire, je crois. C'est ça. C'est pas pour rien. Ouais. Et c'est vrai que c'est. Voilà. Et entre deux cours, je vais dans des salons de massage, mais juste pour voir comment ils ont décoré leurs trucs, comment ils travaillent, comment. D'accord, c'est ok. que pour ça. D'accord. C'est absolument pas pour un massage de plus. Donc dès que tu pourras, tu retourneras en Ouais. Thaïlande. Puis je commence à avoir des amis, et puis on rencontre des élèves de partout dans le monde. J'ai des copains qui m'attendent en Grèce, qui m'attendent au Québec, il y en a qui m'attendent en Italie. Enfin, bon. C'est riche. Ouais, Ouais. c'est super intéressant. Alors, j'ai cru comprendre aussi que à côté de tout ça, tu fais du Reiki. Oui. Tu as été formé au Reiki et donc du coup, tu proposes des soins Reiki ou c'est pendant tes massages ou Je me propose des soins Reiki depuis peu de temps, depuis l'année dernière. Je me sentais D'accord. pas assez en confiance pour le faire. Alors juste, c'est vrai qu'on parle de Reiki, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui savent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots ce que c'est? Oui. Oui, je veux le faire, je vais Ouais, le faire. je vais le faire. Mais toi aussi, tu connais le Reiki. Ouais, je connais un petit peu, mais Ouais, un petit voilà. peu, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en 3 mots comment c'est le Reiki? Bah, je crois qu'il y a une histoire d'énergie universelle, non? Ouais, c'est ça. Ah, Hein, c'est ça, je crois. Une Ouais. histoire d'amour universel, d'énergie, qu'on retrouve dans les arts martiaux finalement. Et le Reiki, c'est un peu. J'ai du mal à le décrire et pourtant je devrais. Et comme magnétiseur. Mhm. Les magnétiseurs travaillent sur les gens par imposition des mains. Sauf qu'eux utilisent leur propre énergie où ils prennent les choses dans les gens, les mauvais trucs là, ils les prennent en eux, puis après ils font des cérémonies, des rituels, des nettoyages, comme ils appellent ça. Et en Reiki, on n'a pas ça, on est comme un vecteur. C'est Un comme canal. Ouais. J'aime bien le mot vecteur. Vecteur, Ouais. d'accord. Au début, j'utilisais canal, mais vecteur. Et en fait, c'est comme si j'étais un tuyau d'arrosage. Bon, C'est une belle image. Ouais, je me branche d'un côté, j'ai l'eau qui coule à travers moi et j'arrose la personne pour qu'elle se sente bien. Et en fin de compte, je sers à rien, je suis que le tuyau en fait. Bah si, du coup, tu sers à conduire. Exact. Ouais. Mais s'il se passe quelque chose de bien pendant le Reiki, c'est parce que c'est le Reiki, c'est pas moi. S'il se passe rien, c'est pareil, c'est pas à cause de moi. Mhm. C'est juste parce que la personne n'a pas envie de recevoir l'énergie. C'est comme si tu activais l'auto-guérison de la personne. C'est assez bizarre de dire ça, mais à vivre, c'est des fois des expériences intéressantes. Ouais. Oui, pour ceux qui ont encore jamais reçu de soins Reiki, c'est peut-être si le cœur leur en dit et s'ils sentent qu'ils sont ouverts à ça, c'est pas mal d'avoir au moins une expérience, Ouais. de vivre ça une fois. Ouais, alors ça fait bizarre, c'est imposition des mains, il se passe rien, il n'y a pas de manipulation, on reste habillé, on est allongé. Donc à chaque fois je leur dis au pire vous aurez fait une bonne sieste quoi. Et au C'est mieux il se sera passé des trucs un peu Ouais. fabuleux. Mais des fois il se passe vraiment des trucs fabuleux. C'est pas pour vendre mon truc mais Non, il y a mais des choses bizarres qui se Ouais. passent dans des sensations, des émotions, il y a une libération qui se fait, il y a des douleurs qui s'en vont et comment l'expliquer sans passer pour un perché, c'est du travail énergétique. ouais. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Voilà. Et on est juste un vecteur, un canal pour ça. Et c'est la personne qui, son corps a besoin d'énergie, on lui apporte et elle se soigne comme ça. Et là, les gens qui viennent te voir pour des soins Reiki leur demandent c'est quoi quand ils viennent. Est-ce qu'ils savent ce que c'est ou est-ce qu'ils viennent parce qu'ils disent je sais pas, je me sens pas bien et finalement j'ai été un petit peu appelée par ça ou je voudrais essayer. Ouais, j'ai eu un peu de tout. Alors, au début, je voulais pas le faire parce que ça faisait trop magicien, bzz, 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 avec les mains comme ça. Je me sentais pas. Je me dis j'ai l'impression de rien faire et je fais payer les gens pour ça et ça me convenait pas. Et depuis, j'ai un peu évolué. Je sais que même si je ne bouge pas et même si je pose juste les mains, il y a quelque chose qui se passe et j'apporte quelque chose aux gens. Et dans mes soins, du coup, comme mon maître enseignant m'a appris, comme c'est basé un peu sur l'amour au sens universel, une partie de l'argent que je gagne sur le soin Reiki, je le redistribue à 2 associations, une qui est orientée sur les animaux et une qui est orientée sur les êtres humains. C'est génial.
Ok. Parce que je veux que ce soit une circulation. Les gens, je paye parce que je fournis un travail, où je me déplace et j'ai du matériel, etc. Mais je veux que c'est une partie de ce travail-là, comme je ne fais pas énormément de choses, je veux que ça circule. Voilà. Ok. Donc la dernière fois, j'ai donné à la SPA et la Croix-Rouge. Je ne suis pas un D'accord. truc fixe, mais Ouais. je veux En fonction de ouais. ce qui te vient et ce C'est qui sûr. te parle au moment. C'était sur 40 € la séance, je redistribue 10 €. D'accord. 5 € chaque. Ouais. Voilà. Génial. Et, Ça reste dans l'esprit en fait ouais. de toutes ces pratiques. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien que ça circule et que ce soit une forme de gratuité. C'est un don qu'on nous fait de nous ouvrir à cette énergie et donc c'est un don qu'on fait aux autres. Et ma maître enseignante par exemple, elle fait ses soins Reiki, elle a décidé de les faire gratuitement. D'accord. Parce qu'elle gagne assez bien sa vie à travers ses massages et comme elle est prof de yoga aussi, elle m'a dit je gagne assez bien ma vie avec ça. Du coup le Reiki est sur donation. Moi, je ne gagne pas assez bien ma vie, donc je prends une partie, mais je veux garder cet esprit-là. C'est pour ça qu'il y a une partie qui repart autre part. D'accord. Comme ça circule comme si l'amour ou quelque chose circule. D'accord. Voilà pourquoi je suis mis au Reiki et le Reiki, je m'en sers beaucoup dans mes massages thaï de plus en plus. Ça me permet d'être plus sensible sur la circulation des énergies et aussi de ressentir des choses des fois avec la personne et on va un petit peu plus loin après. D'accord. Des conseils, je sais pas comment, c'est pas systématique. Ouais. De toute façon, c'est deux techniques qui sont finalement complémentaires aussi et qui se coordonnent très bien. Je trouve. Ouais. À partir du moment où on travaille sur des lignes d'énergie, je vois pas pourquoi le Reiki n'interviendrait pas. Moi, ça m'a amélioré ma sensibilité et ça m'a permis de canaliser l'énergie que j'avais dans mes mains et dans les points que je vais chercher. Et du coup, je deviens plus sensible aux endroits où je dois travailler. Donc ça devient plus intéressant dans mon travail et c'est plus fluide pour moi aussi. Ok. Voilà. Et ça apporte un peu plus à la personne. Mais c'est pas systématique. Oui, ça dépend de la personne, si elle est réceptive ou pas. Ouais, c'est l'en demande. Voilà. Ouais, ça m'est arrivé une fois de commencer un massage thaï et de la moitié de la suite était en soins Reiki. Mais je demande la permission à la personne parce que les gens viennent pour un massage. Donc s'il se passe rien, qu'ils ont du Reiki, ils vont faire la gueule un peu à un moment donné. Donc, et ça s'est très bien passé comme ça et c'était très complémentaire finalement. D'accord. Parce que les tensions venaient aussi de l'émotion et ça a permis de travailler cette partie-là aussi. Voilà. D'accord. Et donc la dernière chose que je voulais aborder avec toi, il me semble avoir compris que tu as testé l'année dernière une retraite qui s'appelle le Vipassana. Et que comme tu n'en as pas eu assez, tu y retournes cette année. Et je voulais juste que tu nous expliques le Vipassana, un petit peu en quoi ça consiste, ce que c'est, en quoi ça consiste, et à toi ce que ça t'a apporté. C'était dur à dire. On l'a refait. Je te raconterai plus rien. Vipassana. Je sais pas, c'est une technique de méditation dont l'origine c'est le Bouddha, le premier, là, Bouddha Gautama, un truc comme ça. Je suis pas fort en histoire géo. Et je cherchais à faire une retraite de silence l'année dernière. Mais tout ce que je trouvais c'était des trucs genre le village des pruniers, quelque chose comme ça. Ouais, il y avait assez connu, un autre truc zazen du côté de Strasbourg je crois, mais c'était à chaque fois sur 3-4 jours. Et ça ne m'intéressait pas parce que je me dis 3 jours, le temps que tu t'installes et c'est fini. Ouais. Et je voulais pousser un peu plus loin l'expérience. Et j'ai posé la question à quelqu'un qui est prof en méditation, je suis perdu le nom, mindfulness. Oui. En pleine conscience. En pleine conscience, voilà. J'avais le mot conscience, j'avais pas la pleine. En méditation pleine conscience. Et il m'a dit Vipassana. Alors il me dit regarde, j'ai cherché, j'ai trouvé et comment dire, c'était 10 jours déjà, pas un de plus, pas un de moins, 10 jours de méditation, 10 heures par jour. Donc je l'ai rappelé et je lui ai dit mais t'as fait ça toi? Et je l'ai entendu sourire au téléphone et il m'a dit oui. Et donc j'ai creusé un peu plus et on trouve de tout et c'est difficile finalement. Donc il y a un centre en France, il y en a un peu partout dans le monde de Vipassana. Il y a un bouquin qui s'appelle Vipassana, l'art de vivre qui explique bien de quoi ça parle. Et donc ça consiste à faire 10 heures de méditation
pendant 10 jours. Et on commence à 4h30 le matin et on se couche, si on veut, à 21h30. D'accord. C'est sur des principes bouddhiques. Bouddhiste. Oui, bouddhistes. Ouais, les deux. Ouais, en fait. les deux. Et ce qui veut dire que donc c'est pour ça qu'on se lève à 4h. La première méditation est de 4h30 à 5h30. Ensuite, on fait de 5h30 à 6h30. Ensuite, il y a petit-déj. À 7h30, on a un cours commun. Après, je ne sais plus trop comment que ça se passe. On a encore d'autres. On a un cours commun où ils expliquent un peu ce qu'on va faire dans la journée. Donc du coup, après, on a 1 ou 2 heures. À chaque fois, c'est 1 heure, mais c'est un petit peu au bon vouloir. Et ensuite, à midi, on mange. Et l'après-midi, on a recours commun, re-entraînement. Et le soir, on a juste un discours de Goenka qui raconte un peu comment la journée s'est passée, ce qui se prépare pour le lendemain. D'accord. Et ça se termine à 21h30. Et effectivement, on ne mange pas l'après-midi. Les anciens étudiants ne mangent absolument pas. Les nouveaux étudiants ont le droit à 2 fruits. D'accord, donc vous êtes en 16h. jeûne en fait de midi à 6h30 le lendemain. Ouais, et en même temps, c'est le principe de fonctionnement des moines bouddhistes. D'accord, ok. Puisqu'ils ne mangent que le matin. Tu sais, ils sortent le matin, Ouais. ils font la collecte de la nourriture, ils mangent. Ouais, Et à partir de midi, ils n'ont plus le droit de manger. d'accord. Et donc, on suit ces principes-là. Mhm. Donc, on mange que le matin. Et Donc l'après-midi, on a c'est plus le droit de compliqué, manger. du coup il y a ces 10 heures de méditation par jour, il y a ce jeûne qui arrive et qu'en Et fait c'est on n'a pas forcément vraiment un jeûne, l'habitude. figure-toi, parce Ouais. qu'on mange vachement bien à 10h30 tellement on a faim. Et à midi, on mange bien aussi. D'accord. Et moi, j'ai l'habitude de faire des jeûnes de temps en temps. Ouais, Donc j'ai fait tout de suite comme les anciens étudiants et tu peux boire des tisanes et tu as de l'eau. Et ça m'a pas manqué. Et c'est menu végétarien ouais. tout le long. Et donc tu as une sorte de détox qui se passe en même temps. Et c'est vachement agréable finalement. Donc pendant 10 jours, tu manges végétarien, des produits locaux, cuisinés. Ils font même le yaourt eux-mêmes. Enfin, D'accord. et ils font pousser leurs légumes. Et donc c'est vachement sain au niveau nourriture. Et puis tu fais pas énormément d'efforts parce que rester assis Oui, c'est sûr. toute la journée. Ouais. Mais c'est physique parce que tu as mal au dos, tu as des douleurs Ouais. partout, dans les genoux, dans les hanches. Le 2e jour est très dur, le 5e jour est aussi très dur. Ouais, il y a des paliers comme ça à Ouais. passer en fait. Et Il y a des gens qui abandonnent, Eh qui ben, s'en vont. j'ai lu sur internet qu'il y en a qui s'en allaient D'accord. pour plein de raisons, parce que c'est trop dur ou parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un lavage mental qui se fait. Et puis j'ai pas vu ça du tout. D'accord. Alors ils pensent ça parce que non seulement on fait 10 heures de méditation par jour, mais on n'a pas le droit de parler et on n'a pas le droit d'écrire et on n'a pas le droit de lire pendant ces 10 jours. Oui, c'est vraiment, et on se coupe de toute, Ouais. de toute stimulation Extérieure. Ouais. Voilà. On remet tout à l'intérieur en fait. Voilà. Et donc et on doit se concentrer pendant la méditation uniquement sur sa respiration, sur l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines. On s'entraîne comme ça pendant 3 jours. Ça permet d'affûter le cerveau. Et ensuite, les autres jours, on scanne. Et chaque jour, on scanne un peu plus profondément et un peu plus différemment. Donc on part du haut de la tête et on descend. Et après, les jours d'après, on part du haut de la tête, on descend et on remonte. Et après, le jour d'après, on descend mais d'un côté et on remonte d'un côté, on descend de l'autre. C'est par palier. D'accord. Mais comme tu ne peux pas parler de tes ressentis, et qu'il n'y a qu'un type sur un CD qui t'explique ce que tu dois faire et comment il voit la vie, et comment il voit le bouddhisme, et tu peux te dire comment moi je peux, si j'ai pas le droit de discuter de ce que j'entends, à quel point est-ce que on n'est pas en train de me laver le cerveau. Alors que j'ai pas eu cette impression finalement. C'est vrai que tu peux pas en discuter, mais à aucun moment on te dit que tu dois participer à ça, à aucun moment on te dit que tu dois donner ton argent, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de décoration, d'effigie pour Goenka ou de Bouddha ou de croix, où il n'y a rien du tout. Tu es dans un environnement neutre finalement. Ouais. Et dans son discours, il parle aussi bien des chrétiens, des juifs que des musulmans, des blancs, des noirs ou des asiatiques. Il n'y a pas de distinction. C'est vraiment cette idée-là. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, cette retraite? T'en es sorti comment? C'est compliqué à expliquer. Plus zen. Plus zen. Plus zen. Avec plus de recul sur les choses peut-être? C'est plus... on t'apprend 2 choses pendant cette méditation. Donc, tu apprends à apaiser ton esprit en te concentrant uniquement sur ton souffle. Et pas de mantra, pas de chanson, il n'y a rien du tout. Pendant 1 heure, tu es dans le silence total, tu ne bouges pas, tu as les yeux fermés
et tu penses que à ça. Donc forcément ton esprit part dans tous les sens et tu apprends à l'arrêter, ça, à l'apaiser. Tu peux pas complètement. Et donc c'est un entraînement qui fait qu'après, du coup, ton esprit reste plus apaisé. Donc tu t'enflammes moins sur plein de choses. Tu pars pas dans des tas de réflexions. Ouais. Tu vois ce que je veux Je dire? vois complètement ce que tu veux dire. Tu pars pas dans un tas de réflexions. Et du coup, tu deviens plus efficace finalement. Ouais. Parce que quand tu as besoin de réfléchir, ton cerveau il est affamé et donc il réfléchit vite et à ce que tu as besoin de faire. Et le reste du temps, il est au repos. Parce que c'est toi qui le contrôle, entre guillemets. D'accord. D'accord. Et les deux choses qu'on t'apprend, on t'apprend l'équanimité, ce qui est un mot un peu compliqué et qui rapporte pas tant de points que ça au Scrabble. C'est que quand il t'arrive quelque chose de bien ou qu'il t'arrive quelque chose de mal, ben, tu le reçois de la même manière. Et qu'il ne faut pas s'attacher à ça. Si tu manges un gâteau et qu'il est fabuleux ce gâteau, que tu te régales, ben, tu profites de cet instant, mais surtout tu t'attaches pas à ça parce que quand tu as fini le gâteau, ben, tu vas être triste que tu l'aies fini. Mais il faut pas parce que c'était cet instant-là. Et si t'arrive un truc pourri, genre tu t'es pété le petit orteil dans un coin de meuble, bah oui, ça va faire mal, mais il faut pas s'attacher à cette souffrance non plus parce que c'est quelque chose qui va passer dans une heure, à moins que tu aies une fracture, mais tu auras plus mal à ton orteil. Alors que si tu restes en colère contre ce meuble, bah, tu vas la traîner pendant plus longtemps cette douleur. Faut apprendre à observer, accepter, laisser partir. Voilà, En gros, c'est ça. Et tu es plus dans l'instant présent. Et donc du coup, il part du principe que la souffrance, c'est parce que tu retiens les choses. Donc que ce soit quelque chose de bien qui t'arrive ou quelque chose de mal, ça vient, tu le ressens, ça passe. Et ça, dans la vie en général, comment te dire que c'est bien? Tu tombes dans un embouteillage et comment tu vis ton embouteillage? Est-ce que tu es énervé tout le long en disant putain pourquoi j'ai pris cette route, pourquoi je suis là, ça me fait chier? Ou tu es juste bah il y a un embouteillage et il y a un embouteillage. Et tu attends que ça passe. Et tu en profites pour écouter la musique et tu en profites pour, je sais pas, pour respirer, pour faire des pranayama. Par exemple. Et en Thaïlande, je l'ai vu ça, les chauffeurs, quand tu prends des trucs comme ça, je sais pas, des chauffeurs qui t'emmènent dans un endroit, qui sont payés à la course, c'est pas autant, et ils sont dans un embouteillage, ils klaxonnent pas, et ben, ils sont dedans et puis ils attendent quoi. Peut-être que dans sa tête, il s'est dit ouais, j'aurais dû passer autre part Mais voilà, mais en fait c'est l'instant présent, on est là, ça changera rien et autant bien vivre la situation parce que de toute façon ça ne changera rien. Exactement, que tu te sois énervé ou que tu sois super heureux, c'est pas ça que ça va faire vraiment que ça va passer plus vite. Et l'autre chose, donc ça c'est équanimité, l'autre chose c'est la loi de l'impermanence. C'est-à-dire que rien ne dure. Donc on est un peu sur le même système, hein. Le bonheur, ben ça dure pas, mais la tristesse non plus quoi. Après la pluie vient le beau temps, et ben après le beau temps il vient la pluie aussi. Mais la nature cyclique en fait. Voilà. Juste accepter que rien n'est toujours pareil et semblable et on a tendance dans notre société à vouloir que tout soit tout le temps identique en fait. On n'accepte pas vraiment le changement alors que la nature est cyclique, la nature de l'homme est cyclique, l'univers est cyclique et tout est totalement en mouvement toujours. Ouais, c'est ce que ils en parlé très bien dans un livre qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous, que je suis en train de relire et qui justement j'étais sur ce passage hier, sur cette fluctuation en disant que le chaman il voit pas le côté, il n'y a pas de sacré et de sacrilège, il n'y a pas de bien et de mal. Les deux existent, mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Dans nos religions, le bien est plus important que le mal. Mais quand c'est d'un point de vue chaman, les deux doivent exister. Le pôle nord et le pôle sud existent, le pôle plus et négatif existe. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les deux doivent exister pour qu'il y ait le courant. Et c'est cette friction-là qui fait ce mouvement-là qui fait que la vie est là. Et qu'il y a ce mouvement. Donc l'impermanence, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui viennent et qui vont. Il faut savoir les prendre quand elles arrivent et les laisser partir quand elles vont. Ça marche dans les relations amoureuses, ça marche dans les travails, ça marche dans plein de choses. Pourquoi tu t'enfermes dans un truc qui ne te plaît pas? Alors il y a toujours des tas de bonnes raisons qu'on se donne. Il faut que, le fameux il faut que, mais en fait après, quand on pose la question de qui est il, qui il, bah, c'est toi. En fait c'est nous. C'est toujours tes choix. Alors j'entends que des fois, quand tu as des crédits, quand tu as des enfants, quand tu as des choses comme ça, abandonner son travail et de dire je vais rien avoir, ça met en péril beaucoup de choses, mais qui dit que le prochain truc que tu vas trouver va être 100 fois mieux. Donc des fois, il faut avoir le courage de le faire. Ou ça se réfléchit, mais il ne faut pas dire je ne peux pas le faire. Quelque part, c'est ça. Voilà. Ok. Ben, on va se laisser sur ces bonnes paroles, sur cette dernière phrase.
Merci Will, je mettrai en lien en bas du podcast tous tes réseaux, les liens pour te contacter. Et puis à très vite pour le prochain épisode. Merci Will, bonne journée. Audrey. Bye. Au revoir. Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aller vous abonner au podcast Échange de vie. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, une nouvelle discussion, de nouveaux échanges avec un autre invité. Bonne journée à tous, namasté.